Cette élégante silhouette, aussi connue des Français que des Espagnols, des Italiens ou des Anglais, est parvenue à se frayer un chemin parmi le Gotha du football international. L'étoile de David brille sur tous les terrains, alors suivez ses pas, depuis son enfance au Soleil du Var, jusqu'à sa consécration de numéro 1 français. 93-94, l'année du titre. Ce moment, David en a rêvé, ses coéquipiers du Paris Saint-Germain également. Le public du parc aussi. Allez David. Concentration, action. 31 juillet 93, les deux premiers buts de Ginola contre Lille, 2 pénaltys. « 12 jours plus tard, au parc contre Sochaux. Contre Caen, l'une des spécialités de Ginola. Tête en arrière au premier poteau sur un corner de Paul Le Guen. Le Guen encore pour Ginola et l'égalisation parisienne contre Angers. À ne pas faire contre le Paris Saint-Germain, la mauvaise passe dans le rond central. Georges Weah pour David Ginola. Olmeta et Lyon sont battus. Le meilleur match du Paris Saint-Germain en 93-94 contre Auxerre. Les deux visages de David. Je donne un but à Georges Weah. Et je vais marquer moi-même le mien. Alors, marquer ou faire marquer? Une petite préférence? Je prends autant de plaisir, je veux dire, dans un match à marquer qu'à faire marquer les autres. Donc pour moi, je dirais qu'un match parfait pour un joueur serait de faire plaisir aux autres avant. Et puis en cadeau, se faire plaisir en mettant un but. Donc ça serait le match idéal et je pense qu'au Auxerre, c'était le cas. Rebelote contre Martigues, malgré un contexte difficile, c'est encore Ginola qui va au charbon pour l'égalisation de Raï. Quatrième minute au stade Louis II. Monaco 0, Paris Saint-Germain 1, but de Ginola. Merci Vincent Guérin. « 0-0 au parc contre Le Havre, tout le monde derrière et lui devant. Pas de chance, patience. Ça réussit parfois mieux à l'extérieur, ici à Toulouse. Sur corner de Valdo. Match au parc contre Saint-Étienne et récital David Ginola. La loi du talon. Après le droit, le gauche. « 1-0
seul. « 1-0 à la dernière minute, but de Georges Weah. À Lille pour un but de Rai. Contre Strasbourg, Corminboeuf est un bon gardien. Et un bon gardien, ça a parfois de la chance. « 1-0, victoire parisienne, il suffisait de l'encourager. David Ginola est élu meilleur joueur de l'année 93. Le PSG, qui n'a plus perdu depuis le mois d'août, reçoit ce 14 janvier 94 son meilleur adversaire, l'OM. Weah et Ginola offrent un but extraordinaire à Vincent Guérin. À Sochaux, un but partout à 1 minute de la fin. David a envie de gagner. Ça tombe bien, Gravelaine aussi. À Caen, le PSG souffre, mais une seconde d'inattention, c'est fatal quand David est en face. Le titre, c'est par ici. À l'épaule, Métamine. Deuxième but, Paul Le Guen. Contre Angers, je vais tirer. Non, là, c'est mieux. Contre Martigues, un grand classique. Centre de Ginola, remise de Weah, but de Rai. Contre Metz avec Valdo et Rai à la brésilienne. Contre Cannes, nouvelle tête arrière pour un but de Georges Weah. Désolé. Et maintenant, petit cours de technique en mouvement. Amorti, petit lobe, débordement, centre dans la course, amorti, contrôle, tir, claquette au-dessus de la barre. Quelle action! Une autre, bon d'accord.
On a encore mieux contre Monaco. 1, 2, 3, 4. Penalty. Transformé par Rai. Il a mis de la colle. Le match du sacre contre Toulouse. But de Ricardo. Attention, c'est bientôt fini. Ça y est. Bravo et merci, Président. Moi, j'étais dans les tribunes, donc j'ai pas vu mon mari, j'ai pas vu David. En voyant les images là tout de suite, ça me fait encore plus parce que moi, je voyais ça d'un œil assez lointain dans les tribunes parmi les supporters, mais c'est vrai que ça donne la chair de poule de voir ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il attendait depuis tellement longtemps que j'ai essayé de me mettre à sa place un petit peu et pour lui c'était extraordinaire. Il n'avait jamais vu le stade comme ça, les supporters. C'était la fête. Et là c'était parti pour une grande soirée. Avant d'allumer la mèche, il a fallu 10 ans. Retour au centre de formation de l'OGC Nice. Le dernier jour d'entraînement, mon père est arrivé et on devait partir en vacances. Donc c'était les vacances scolaires et mon père avait demandé à voir l'entraîneur du centre de formation pour voir s'ils allaient me proposer un contrat d'aspirant stagiaire. Et donc cet entraîneur-là avait dit clairement, ben, écoutez, monsieur Ginola, je ne vois pas votre fils dans les 2 ans qui viennent jouer en professionnel. Et il a été très clair là-dessus, je l'en félicite. Et oui, il faut en avoir de la volonté pour être champion de France. Et puis, il faut avoir ça dans le sang. David Ginola, histoire d'un passionné. Disons que le football était tellement ma passion que pour moi, il y avait que ça dans ma vie pour me rendre heureux. Donc, pour vraiment avoir une vie, je dirais, pleinement remplie, c'était faire le métier de footballeur professionnel. Il n'y avait que ça pour moi d'intéressant. Les études Les études aussi, mais bon, je veux dire, c'était à côté, quoi. Je les négligeais pas, mais d'un certain côté, c'est vrai que je pensais quand même beaucoup plus au football. C'est vrai qu'il est difficile de penser aux études lorsque l'on est à Gassin, tout près de Saint-Tropez, au soleil du midi et dans le bonheur familial. Le petit David, comme son père fonctionnaire, s'exprime mieux dans le sport, il lui faut de l'activité physique. Et puis, grandir dans une famille heureuse, ça donne envie d'en fonder une. Coraline et David, avec leur fils Andrea. Et mon père avait dans ses connaissances un homme qui travaillait au Sporting Club de Toulon et du Var. Et il lui a dit, bah, écoute, il y a un stage de détection de jeunes au mois de juin, donc si tu veux faire participer David, il n'y a pas de problème, je l'inscris. Et il m'a inscrit et Christian Dalger, qui était l'entraîneur des pros à l'époque, m'a dit, bon, ben, pas de problème, on lui fait signer un contrat, c'est un joueur de qualité et on va en faire quelque chose. Le premier match m'a marqué parce que c'est vrai que quand on parlait de rêve, de passion, quand on a passé 4 ans, je dirais, au niveau football de galère, on arrive quand même, quand on arrive comme ça pour son premier match en professionnel, je me rappelle, c'était à Bordeaux, on jouait contre des Batiston, Giresse, Tigana, Dropsy, je veux dire, bon, pour nous c'était des références, dire, dans notre métier. C'est très difficile à exprimer comme sentiment, mais c'était très fort, très intense, et c'est vrai moi, c'était une forme de trac très très dure à supporter quand même. À Toulon, David va commencer à faire parler la poudre. Vous l'avez reconnu, c'est lui qui a donné le but à Joël Henry.
Son deuxième but en première division contre Lille. Les débuts de carrière sont toujours très difficiles, surtout qu'à Toulon, bon, j'habitais à Sanary dans un petit appartement, c'était une petite station balnéaire. C'est vrai que les à côté du football étaient très intéressants parce que bon, l'été c'était la plage, c'était j'étais célibataire donc je vivais comme un jeune de mon âge. Et c'est vrai que bon, quand je me retourne un petit peu sur le passé comme ça, je pense que ça a été bénéfique pour moi parce que j'ai pu profiter pleinement de ma jeunesse tout en jouant au football. Mais c'est que par la suite, j'ai pris conscience vraiment des réalités du milieu, du football, des responsabilités, puis ça change tout, je veux dire. Meilleur joueur du Festival Espoir de Toulon en 88, David est engagé par le Matra Racing. Signé au Matra, qui était à l'époque le club le plus ambitieux de France. C'était une promotion déjà très intéressante, mais très difficile à la fois, parce que j'allais me retrouver avec Fernandez, Francescoli, Olmeta, Casoni, enfin des joueurs avec un immense talent, et il fallait que je me fasse une place dans cette équipe-là. Et au départ, ce n'était pas très évident pour moi, et j'ai réussi dès la première année à m'imposer à 21 ans et à jouer 33 matchs dans la saison sur 38 dans le championnat, donc c'était une belle performance. Le Matra a raté de peu l'Europe l'année précédente. Il compte sur le nouveau grand espoir du football français pour l'accrocher cette année. Coup franc contre Strasbourg. Contre Montpellier, ça commence par la célèbre tête au premier poteau, but de Anziani. Ça continue par un penalty. Puis, malgré un nouveau but offert à Anziani, le Matra échappe de peu cette année-là à la deuxième division. Maintenant, on est des joueurs de football, on est des hommes, on a des couilles, il faut s'en sortir. Bon, on n'est pas des merdes, et puis bon, mais pas à partir de là, il faut bien voir qu'on avait besoin de sortir de là. Vis-à-vis de notre président, de M. Lagardère, de tout le monde, il fallait avoir une réaction positive. 4e minute de Matra-Metz, la réaction positive selon David Ginola. Nouveau but à Toulouse. 2 buts de David pour 2 défaites parisiennes. Je pense que ce qui a fait défaut, c'est, je dirais, le manque d'ambition peut-être des joueurs. C'était des joueurs qui avaient pratiquement tout connu. Il y avait des joueurs qui avaient connu la Coupe du Monde, les championnats d'Europe. Et c'est vrai que dans les moments difficiles où on a besoin de se serrer les coudes, il n'y avait peut-être pas cette flamme qui brûlait encore chez certains pour pouvoir prendre le dessus, prendre l'équipe en main. Je parle plutôt pour les anciens parce que nous, bon, étant jeunes, même si on avait envie de faire quelque chose, on était quand même un petit peu, je dirais, dans l'ombre des stars à l'époque. Donc je pense qu'il n'y a pas eu vraiment l'homogénéité, la faculté d'être solidaire dans les moments où ça allait pas trop bien. L'année suivante, le Matra devient Racing Paris 1 et redémarre avec une équipe de jeunes. Ginola est à la baguette, ici en coupe contre Guignon, pour une place inattendue en finale de la Coupe de France. L'exploit a surtout eu lieu en demi-finale, où on va battre Marseille 3-2 chez eux. Marseille était le grand Marseille. Et puis nous, on était relégués en deuxième division, donc on faisait figure de vraiment tout petit. Donc là, s'imposer à Marseille, où on était donné à 60 contre 1, donc je crois que c'était une belle performance. Et puis en plus, quand on part battu comme ça à l'avance, parce que là on ne se faisait pas d'idée, pas d'illusion, on a été vraiment, nous, les premiers surpris. Et puis une joie vraiment, après avoir passé une année assez difficile au niveau mental, je crois que ça nous a donné un petit peu l'envie de se surpasser. C'est vrai que bon, malgré les mauvais moments, cette finale de Coupe de France nous sauvait un peu la saison. En demi-finale, après les buts de Germain, Bouderbala et Sauzé, l'OM mène 2-1. Mais le Racing Paris va opérer l'un des plus formidables renversements de situation de l'histoire du football français. Milojevic a égalisé sur coup franc et c'est le jeune Haïd qui va offrir la victoire à David face à Goliath. Mais la finale sera moins heureuse pour Olmeta et ses gamins, battus par Montpellier malgré la tête bien faite de Ginola.
Mais pour David, c'est la fin de cette première aventure parisienne. Je me suis retrouvé mi-juillet à 15 jours du début du championnat avec pratiquement aucun club qui était capable de mettre l'argent sur la table. Et finalement, à 10 jours du début du championnat, Brest a décidé de m'acheter. Et puis bon, je suis parti à Brest très vite, donc bon, pour moi c'était la seule porte de sortie, quoi. Direction la Bretagne pour ce Méditerranéen, aux côtés de Salin qui marque ici contre Nice, Lama, Ferrer et autres Corentin Martins. But contre Nice. Et carton 4-0 contre Bordeaux. Ginola est dans tous les coups. Pas toujours très franc d'ailleurs. Il y avait une belle équipe, il y avait l'ambiance famille que je retrouvais un peu, enfin celle que j'avais connue à Toulon, dans un endroit un petit peu différent, parce que la Bretagne n'a rien à voir avec la Côte d'Azur. Mais c'était une expérience, je veux dire, maintenant avec le recul, très intéressante et très importante pour moi, parce que bon, ça m'a permis quand même de connaître ma première sélection en équipe de France. Et ça, bon, je ne pensais vraiment pas en signant à Brest que j'allais connaître ma première sélection à Brest. Et c'est vrai qu'on avait fait une très bonne saison. On a fini 8e, je crois, du championnat, et puis ça s'est très très bien passé, quoi. C'était vraiment, je veux dire, au-delà de mes espérances. Et oui, 17 novembre 1990, David est du voyage en Albanie, éliminatoire de l'Euro 92. J'attendais pas ça comme le Messi, mais bon, je savais qu'avec le travail et le sérieux, ça finirait par payer un jour. Bon, mais c'est allé plus vite que prévu, et bon, il faut que ça se satisfaire, quoi. Première sélection de David qui est rentré à la 67e minute, une rentrée qui aurait pu être décisive. Tir de Pérez. Un palier supplémentaire est franchi. Être le meneur d'une équipe, ça demande beaucoup de qualité. Je suis encore jeune, j'ai beaucoup à apprendre. Je crois que ça passera par des étapes dans ma vie. Et bon, arriver à maturité pour devenir meneur de jeu, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir. Et maintenant, suite de notre feuilleton, même quand ça va bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. À l'intersaison, le club a été relégué en 2e division pour raisons financières. Et Marseille était désireux de m'acheter. Donc par rapport à ça, moi j'avais vraiment envie de quitter Brest parce qu'ils étaient en 2e division et de retrouver le top niveau avec l'OM. Donc c'est vrai que de ce côté-là, moi j'étais très intéressé. Mais Yves Vinègre, le président de l'époque, avait décidé que bon... David Ginola devait rester à Brest, et puis bon, comme j'étais sous contrat, il en était ainsi, mais j'ai voulu le chercher corps et âme de partout pour lui faire signer une lettre de sortie, et puis je ne l'ai jamais trouvé. Pas de doute, un tel joueur n'a rien à faire en 2e division, mais David, le gentil, le généreux, n'a même pas le temps de garder une dent contre son président brestois. Quelques mois plus tard, fin 91, c'est enfin le début de la grande aventure parisienne. Après avoir passé 1 an et demi à Brest, qui ont été très importants au niveau de ma maturité, je veux dire, j'ai énormément progressé au Brest Armorique. Paris m'a permis, en retrouvant le top niveau, de justement m'épanouir, de montrer un nouveau visage en première division, avec un club qui jouait les premiers rôles, qui jouait une Coupe d'Europe, et c'est vrai que ça a été un petit peu le déclic dans ma carrière. Et puis aussi, ça correspondait à une période où, au niveau maturité, j'étais arrivé, je dirais, pratiquement au plus haut niveau, parce que c'est vrai qu'il y a une femme mariée, j'étais marié, un petit garçon, ça stabilise un petit peu pas mal de choses, et ça m'a permis de penser réellement qu'au football et avoir plus le regard sur mon métier. Premier match au Parc contre l'Olympique de Marseille. Ginola rentre à la 61e minute.
Et il inquiète Olmeta à la 62e minute. 15 jours plus tard, il affole la défense lyonnaise pour un but d'Amara Simba. « 42e minute, tête de Ginola, but, non. Le grand Rousset a déployé ses ailes. Mais ça commence à sentir le roussi. Le feu d'artifice commencera pour Ginola sur la terre de ses premiers exploits à Toulon. Puis récital Ginola sur la scène du Parc des Princes contre Caen. Pas de doute, le jeune et insouciant David, le joueur génial aux performances en dents de scie, a fait place à un homme équilibré, plus régulier, plus responsable. Ginola a mûri, l'Europe s'en apercevra bientôt. J'ai décidé de fonder un foyer, de me marier, d'avoir des enfants. Donc à partir de là, pour nous, terminer la vie, je dirais, qu'on avait avant. On a bien vécu notre jeunesse. Maintenant, pour nous, c'est de s'épanouir, je dirais, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple et de parents avec ma femme. Donc, on a décidé de ça un jour et par rapport à ça, il faut faire des concessions. On ne peut plus avoir le même rythme de vie qu'on avait quand on était célibataire. J'essaye quand même, quand je suis à la maison, ce qui est rare, surtout cette année où on a été très souvent à l'extérieur, déplacements, hôtels, mise au vert, enfin plein de choses, de rester un maximum avec ma famille, parce que bon, ils ont besoin de ma présence quand même. Ça fait 5-6 jours par semaine absent quand même. Donc sur l'ensemble d'une année, c'est quand même pas mal. Et à côté de ça, moi j'essaye d'avoir des distractions, cinéma, théâtre, et pas mal de golf, quand même. Le golf, c'est bien, mais en ce début de saison 92-93, les dirigeants du PSG attendent des résultats. David s'en occupe dès la première journée à Saint-Étienne. Puis 2 semaines plus tard, pour une victoire 4-0 à Strasbourg. Je vais centrer. Non, là. Non, finalement, c'est mieux là. But de Laurent Fournier. Ouverture pour Georges Weah pour le 4e but. Le Stade Malherbe de Caen, un club qui réussit à David Ginola. David. Hey, David. À Strasbourg, il a fait pareil, hein, sur le but. J'ai vu. Sur le but. Effectivement, l'association Ginola-Fournier fonctionne bien en ce début de saison.
L'association Ginola-Wea, pas mal aussi. But contre Lille. Contre Metz dans l'autre sens. Georges pour David. Contre Nîmes, Ginola, la tête au premier poteau, le retour. À Sochaux, le premier pour Georges. Et le deuxième, pour moi. Contre Montpellier au Parc, le seul but du match. Contre Monaco, le coup de génie. Et encore l'association Ginola-Fournier. Ginola spectacle, Ginola efficacité, lequel des deux va l'emporter? Je pense que mes dirigeants attendent des résultats, du concret, des choses positives, mais les gens qui viennent au stade, du spectacle avant tout. Chaque fois qu'il y a des gens qui viennent me voir, c'est pour me dire merci, merci pour le spectacle que vous donnez. On a plaisir à vous voir jouer. Et ça, c'est une récompense quand on est professionnel de foot. Mon plaisir, c'est de finir un match avec un résultat positif, avoir le sentiment d'avoir bien fait son métier et le sentiment d'avoir pris du plaisir à jouer au football. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le football reste avant tout un sport, un jeu. Et même si aujourd'hui il y a beaucoup d'engouement autour du football, beaucoup d'argent, beaucoup de choses qui sont peut-être plus ou moins honnêtes, ce qu'il faut voir, c'est que le football reste un jeu. Et moi, je prends vraiment du plaisir quand sur un terrain, je joue au football. Du plaisir, les supporters du Parc vont en avoir pour toute leur vie lors de la superbe épopée parisienne en Coupe d'Europe. Premier match contre Salonique, 2 coups de tête de Georges Weah sur 2 corners de Paul Le Guen. Le retour sera une formalité avec encore Georges Weah et la tête de Jean-Luc Sassus sur ce centre de Vincent Guérin. Deuxième tour à Naples, encore 2 buts de Weah. Et au match retour contre les Italiens au Parc, pas de but malgré les efforts de David Ginola pour son goléador. 0-0, même score contre Anderlecht au match aller du 3e tour, avec en prime l'expulsion de David Ginola. Et lorsque Bosman ouvre le score au match retour, on se dit que l'aventure touche à sa fin. Heureusement, ce soir-là, c'est le crâne du grand Antoine Kombouaré qui sauve le PSG. En quart de finale, les Parisiens vont à Santiago Bernabéu face au Grand Real Madrid. Connaissez-vous le meilleur moyen de passer à travers? C'est de jouer la peur au ventre face à une légende. Butragueño, Zamorano, Iseo, Santiago. Mais la trouille, Ginola ne connaît pas. 48e minute, corner de Valdo, naissance d'El Magnifico.
Ça y est, l'exploit est là, Colter va marquer. Non. Restez concentrés, il y a peut-être hors-jeu, il y a peut-être faute, il y a sûrement pénalty. Alain Roche a mis la main. L'arbitre met la sienne à la poche. Bernard Lama met les siennes où il faut, mais Mitchell crucifie le PSG. Les deux matchs du Real ont été très importants parce que bon, ils se situaient dans une période où le Paris Saint-Germain brillait déjà et où il est vrai qu'on avait ce tour pour passer, pour accéder aux demi-finales de Coupe d'Europe, ce qui était, je dirais, impensable au début de saison, où le club visait, je dirais, d'aller le plus loin possible, mais on n'espérait jamais aller en demi-finale de Coupe d'Europe et battre surtout le Real. Après un match aller où on avait eu beaucoup de difficultés, on avait perdu 3-1, 3 buts, enfin, un petit peu contre le cours du jeu, je pense. Un expulsé, donc c'était le match retour s'annonçait très difficile. Et c'est vrai qu'on a eu, je dirais, le courage, la solidarité, la volonté et le talent qui ont fait que bon, on a remporté ce match 4-1 et de brillante façon, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ce match comme un des matchs qui les auront marqués dans leur vie de football. Bien dit David, PSG Real, c'est France-Allemagne, c'est OM Milan, c'est une ambiance extraordinaire pour un match extraordinaire. La moitié du retard est comblée par Georges Weah sur corner de Valdo, une spécialité parisienne. Il reste 9 minutes à jouer. Le Real tient toujours. El Magnifico attend son heure et la remise de Bravo. Le reste se passe de commentaires. « 88e minute de jeu. Weah a servi Ginola qui sert Valdo pour le 3e but. L'exploit est là, le panache en plus. Quelle démonstration! « 94e minute, les arrêts de jeu, l'arbitre va siffler sur le coup franc, c'est sûr. Mitchell, Zamorano, but. 3-1, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Dans quel état les Parisiens vont-ils aborder la prolongation? Car maintenant c'est sûr, on va jouer la prolongation. À moins que l'arbitre oublie qu'il est une montre. 97e minute, l'arbitre n'a toujours pas sifflé, on ne saura jamais pourquoi. Mais Comboiré n'aime pas les questions, il n'aime que les réponses. Et de la tête si possible. 4-1, que vouliez-vous faire contre ce raz-de-marée? Ça a été le déclic sur le plan personnel, c'est vrai, parce que bon, les matchs de Coupe d'Europe déjà vous permettent de vous faire connaître sur le plan européen. Et c'est vrai que ce match-là, battre le Real, je dirais aussi facilement, et puis individuellement, arriver à réussir quand même des choses assez sympas, je veux dire, bon, mais ça a été très bon pour moi. On réussit individuellement en passant par un collectif. Ça, c'est vrai que bon, si j'avais évolué dans un autre club, peut-être que ça ne se serait pas passé de la même façon. Mais le fait d'évoluer à Paris,
c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup, mais moralement, je crois que c'est chaque joueur progresse individuellement. Je veux dire, à l'intérieur du sport collectif, qui est le football, chaque joueur a une marge de progression importante, rapide, s'il le désire. Je veux dire, c'est uniquement ça. Ça n'est pas le tout de faire des exploits, la vie du sportif est ainsi faite qu'il faut toujours confirmer. Et tout le monde y croit lorsque Ginola offre le but à Weah au Stade des Alpes à Turin, en demi-finale face à la prestigieuse Juventus. David est en pleine bourre, gonflé par l'ambition de remporter la première Coupe d'Europe d'un club français. La Juve souffre, plie, mais finit par rompre l'herméticité de la défense parisienne. Il est vrai qu'un futur ballon d'or est sur la pelouse, Roberto Baggio. 2-1 à la dernière minute, comme à Madrid, c'est dur à encaisser. D'autant plus dur que les Italiens ne sont pas les Espagnols. Et que Baggio, lui, est Baggio. « 1-0, le rêve est brisé, mais les joueurs et les dirigeants se préparent déjà pour leur prochain défi, la Coupe de France. 32e de finale à Strasbourg, 0-0 à la 118e minute, car on joue les prolongations. David Ginola va éviter à son club l'épreuve des tirs au but. But de Weah. « 16e de finale à Annecy, un petit but de David et puis s'en vont au pied du rocher monégasque pour les 8e de finale. Antoine Comboiré a pris de bonnes habitudes. Ettori en a pris de mauvaises. Et la route de la coupe ramène les Parisiens au parc pour y affronter l'ambitieux Bordeaux. Pas de suspense dans ce match, Fournier et Weah règlent la note girondine en une demi-heure. En demi-finale, le PSG hérite de Laval, club de 2e division, avec David Ginola à la baguette, de la volonté et un brin de chance. Les Parisiens, qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but en coupe, gagnent leur billet pour la finale. But de Vincent Guérin. La coupe leur tend les bras, le président leur serre les mains, les supporters lèvent les leurs. Cette remarquable équipe va-t-elle remporter un titre cette saison ? En face, les jeunes et redoutables Nantais de Jean-Claude Suodo, tombeurs de Saint-Étienne en demi-finale. En deuxième mi-temps, faute de Karambeu sur Fournier, le Nantais sera exclu pour contestation et c'est un certain Antoine Comboiré qui transforme le pénalty. À 10 contre 11, les Nantais font le mur, mais David enroule bien. 2-0 à plus d'une demi-heure de la fin, c'est le PSG qui déroule. La punition nantaise s'achèvera avec un nouveau but d'Alain Roche. On est heureux, oui, déjà j'avais perdu une, ça fait très mal au cœur. Et là de la gagner ce soir, c'était pas évident au départ. Et on a fait vraiment le maximum, on s'est défoncé. Et je crois que c'est payant. Et ce soir, bon, il y a Paul, là, c'est fantastique. On est vraiment tous heureux.
Eh oui, si on nous avait dit ça il y a un an. Le David Ginola de cette finale de coupe, c'est efficacité plus plaisir. Voici venir le temps de Ginola, la star. Des photos pour Glamour, Vogue Homme, journaux sophistiqués. David va-t-il perdre la tête? Vogue Homme, c'est en fait un magazine pour les fringues. Donc, moi j'aime bien les fringues, donc par rapport à ça, j'ai trouvé sympa de faire des photos pour un magazine qui justement parle de l'habillement masculin. Donc à côté de ça, bon, c'est vrai que Glamour, c'était une photo un petit peu fun, je trouvais sympa de faire une photo comme ça. Mais c'est tout, c'est pas quelque chose que je ferais tous les jours. Disons que c'est très difficile déjà de poser comme ça. Et je veux dire, bon, c'est une expérience, mais ça restera au rang d'expérience. Tout se passe à Paris en fait. Hein. On s'aperçoit que non seulement le fait de jouer à Paris, mais de passer dans des journaux, je dirais, sophistiqués comme vous dites, style Glamour, Vogue, c'est vrai que ça fait déclencher pas mal de choses. Et bon, faire des pubs, si ça peut être des pubs intéressantes, je dirais pas faire n'importe quoi, mais faire des pubs intéressantes, pourquoi pas, mais bon, comme ça. Je parle de ça et je parle aussi justement de cette image qu'on représente, parce que le football est quand même très médiatisé. Par rapport à ça, il faudrait justement se servir de cette image, de cet impact qu'on peut avoir auprès des gens, auprès des jeunes, pour pouvoir véhiculer une idée, tous ensemble, je veux dire, de faire en sorte que tous les problèmes qui touchent les jeunes aujourd'hui, le sida, tous ces problèmes-là, faire en sorte que nous, on puisse aider ces gens qui ne sont pas forcément dans les mêmes conditions que nous. Donc je dirais que si on peut aller au-delà de notre métier de footballeur, c'est la moindre des choses, parce que nous, en fait, à côté de certains, on n'a pas de problème, on est heureux, on a une belle vie, donc je veux dire, donner un petit coup de pouce à quelqu'un qui n'a pas la chance qu'on peut avoir, je veux dire, c'est bien, il faut le faire. Et donner un petit coup de pouce à ses coéquipiers pour donner un grand coup de rein à son club en Coupe d'Europe 93-94, David sait aussi le faire. Talonnade pour Gravelines contre Limassol au premier tour. Passe pour Vincent Guérin au deuxième tour contre Craiova. Et but sur pénalty pour 2 qualifications faciles. En quart de finale, El Magnifico 2, le retour. Remarquable action pour un but de Georges Weah contre le Real Madrid. Le retour sera moins brillant que l'année précédente. Il est vrai que les Madrilènes sont prévenus. Ils ont en plus la chance d'ouvrir la marque par Boutragueño. Mais grâce à Ricardo en deuxième mi-temps, le PSG gagne le droit d'affronter Arsenal en demi-finale. Arsenal, les canonniers qui ignorent ce que le mot complexe veut dire, tirent les premiers par Ian Wright. Et c'est Ginola en deuxième mi-temps qui sortira l'une de ses meilleures armes. Vous vous souvenez, la tête en arrière au premier poteau. David Seaman est battu, David vient de crucifier David. My God. Au match retour, les Parisiens laisseront échapper pour la deuxième année consécutive la finale de la Coupe d'Europe. Reste à David, l'équipe de France, du plus beau au plus affreux. Ça a été très difficile, déjà à vivre en tant que joueur une élimination en Coupe du Monde. Mais je crois qu'au-delà de ça, maintenant que les choses sont faites, il faut voir et se pencher sur l'avenir. Une équipe de France qui repart sur de très bonnes bases. Je crois que en gagnant ce match en Italie, ça nous a permis je dirais pas remettre les pendules à l'heure, mais de montrer que quand même le football français était capable devant des formations, des très grandes formations mondiales, de bien jouer et de gagner. Et donc c'est ce qu'on nous demandait. Donc par rapport à ça, je crois que
on est sur la bonne voie maintenant. Bon, mais c'est vrai qu'on a eu un faux pas qui coûte très cher parce que bon, l'élimination en Coupe du Monde, c'est un petit peu le rêve pour nous joueurs et pour beaucoup de Français qui auraient aimé voir l'équipe de France au Mondial. Mais bon, maintenant c'est chose faite et il va falloir penser à autre chose. Un but donné à Djorkaeff en Italie, un but superbe contre Israël. 2 actions décisives contre le Chili, c'est quand même loin d'être moyen. Premier but pour Papin, le deuxième pour Djorkaeff. Plaisir, efficacité, altruisme, générosité sont les qualités qu'on reconnaît aux footballeurs et à l'homme. Un petit gamin, ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, qui vient vous voir, pour qui vous êtes un peu une idole. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il avait envie de suivre vos traces, d'être footballeur professionnel? Qu'est-ce que je lui dirais? De bien travailler à l'école. Parce que je me suis rendu compte que dans cette vie-là, on parle beaucoup des gens qui réussissent, des gens qui sont arrivés vraiment à une consécration. Mais il ne faut pas oublier qu'en cours de route, il y en a énormément qui restent sur le carreau. Et par rapport à ça, moi j'ai vécu un petit peu cette situation tout au long de ma carrière où j'ai vu des jeunes arriver bourrés de talent et puis ne pas passer parce qu'ils n'avaient pas le coup de chance, parce que à un moment donné, ça allait pas, ils ont une blessure et tout. Donc, surtout, continuer à jouer au football, bien travailler à l'école, ne pas, à la limite, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, ne pas vraiment se dire, bon, je vais faire que du football, parce que c'est un petit peu une arme à double tranchant. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont tout misé sur le football et qui se retrouvent je dirais, à galérer dans un petit club, à travailler à la mairie, alors qu'ils étaient pleins d'espoir, pleins de promesses et qui sont restés sur le carreau parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu la chance nécessaire, ils n'ont pas eu le petit coup de pouce, c'est difficile, hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle des joueurs de football, on parle pratiquement que de l'élite. Et l'élite, ça représente en France, sur le total des licenciés, quand même une minorité. Et il ne faut pas oublier les autres qui sont quand même très très importants et qui ne sont pas tous en première division ou en équipe de France. L'équipe de France, le prochain défi. David a connu dans son pays les honneurs de la coupe et du championnat. Les clubs et les sponsors le réclament. Reste maintenant la réussite en équipe de France et un grand titre européen. Bonne chance David.